Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la précarité alimentaire que vous propose le CNA. Nous vous remercions pour votre participation. Pour animer ce webinaire, donc, je serai accompagnée de l'équipe du secrétariat interministériel du CNA et c'est Maurane Lachaise en particulier qui va vous présenter le déroulé et l'organisation des différents temps de présentation maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Donc, ce webinaire va durer 1 heure et demie. Avant de vous présenter en détail l'avis 91, nous allons très rapidement vous présenter ce que c'est le CNA, de qui il est composé et comment il fonctionne. Puis, on va vous proposer différents temps de présentation sur la base de l'avis 91, durant lesquels vous pourrez poser vos questions. Donc pour rappel, cet avis vise à mieux lutter contre la précarité alimentaire et propose des recommandations. Nous allons rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure avec Franck et Magali. Nous avons, donc, je vous l'ai dit, des temps de questions-réponses qui sont prévus. Pour ça, nous avons, vous avez tous un onglet questions en bas à droite de votre écran. Et c'est à partir de cet onglet-là que vous allez pouvoir poser vos questions. Moi, je les reçois et je vais les relayer aux animateurs, donc à Franck et Magali, qui vont pouvoir vous répondre. Donc, ce n'est pas c'est une webconférence, ce n'est pas un chat. Voilà, on est les seuls à pouvoir voir ces questions. Et on tâchera de toutes les relayer et de toutes y répondre, bien sûr, dans le temps imparti. Voilà. Je laisse la parole à Sylvie pour le temps de présentation sur le CNA. Merci Maurane. Donc nous allons vous présenter l'avis dit numéro 91 sur la prévention et la lutte contre la précarité alimentaire. Mais avant cela et avant de laisser la parole à la présidence de ce groupe de concertation qui a travaillé pendant 12 mois en 2021-2022, je vais vous parler d'abord de la présidence. Justement, donc nous avons avec nous Monsieur Franck Lemorvan, qui était président de ce groupe de concertation et qui est inspecteur général à l'Inspection générale des affaires sociales. Et il est accompagné de Magali Ramel, qui était modératrice du groupe de concertation, qui est docteur en droit de l'alimentation et qui a participé à l'ensemble des travaux. Voilà, moi j'ai pour mission de vous présenter rapidement le CNA, le Conseil national de l'alimentation, pour remettre un peu en contexte le pourquoi de cet avis et comment il s'est mis en phase avec les travaux du CNA. Donc le CNA en 3 questions. Comme ça, vous aurez tous les éléments. Je fais la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc le CNA, c'est une instance consultative indépendante qui est chargée d'organiser des débats sur des sujets en lien avec les enjeux de l'alimentation. Cette instance formule des recommandations sous la forme d'avis qui sont destinés aux décideurs publics et aux acteurs de la chaîne alimentaire. Et elle est placée auprès de 4 ministères de rattachement. Donc on parle du ministère en charge de l'environnement, celui de la santé, celui de l'alimentation et celui de l'économie. Voilà, donc cette instance est consultée notamment sur les grandes orientations de la politique qui est relative soit à la sécurité sanitaire des aliments, à la sécurité alimentaire, à la qualité des denrées, à l'information du consommateur, tout ce qui est étiquetage, information, à la prévention des crises également et à leur bilan aussi sous la forme de retour d'expérience et à la communication sur les risques alimentaires en général. Voilà. Et elle associe régulièrement, depuis quelques années, des citoyens à ces travaux pour bénéficier du savoir et pour mieux identifier les attentes sociétales des citoyens. Donc sur cette base-là, qui compose le CNA? Donc le CNA, c'est les maillons de la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette. Ce sont 63 membres qui sont répartis en 8 collèges. On parle de la production et on va jusqu'à la consommation en passant par la transformation et les artisans, les restaurateurs, les distributeurs, toute la partie société civile également qui est représentée, les syndicats de salariés et des personnalités qualifiées qui sont invitées pour participer au débat par les ministères de rattachement. Voilà. On a des établissements de recherche, d'évaluation, comme l'ANSES, l'INRAE, des collectivités territoriales, les représentants des maires, les représentants des conseillers départementaux, etc. Et on a aussi la représentation des ministères qui est présente à nos travaux, mais qui ne vote pas les avis.
également 2 représentants du Parlement, un sénateur et une députée, et puis notre petite équipe du secrétariat interministériel composée de 5 personnes et qui assure la mise en œuvre, entre guillemets, des réunions, des comptes rendus, des rédactions, etc. Voilà. En 2 mots, donc le CNA fonctionne sur la base de saisine par ses ministères de rattachement ou en autosaisine. Un mandat est établi pour définir la feuille de route qui est votée en séance plénière et ensuite un groupe de concertation va travailler avec une phase de questionnement et d'audition d'experts, de scientifiques, de spécialistes des métiers qui sont en lien avec le sujet traité et ensuite une phase de concertation qui va permettre donc de travailler ensemble pour produire des recommandations sous la forme d'un projet d'avis. Et cet avis est ensuite adopté en séance plénière et il est transmis aux décideurs publics. Rapidement, voilà le contexte. On a depuis quelques années donc des citoyens volontaires ou tirés au sort qui peuvent venir enrichir les réflexions du CNA. On vous en parlera un petit peu plus. Mais effectivement, la participation citoyenne est un volet très enrichissant des avis du CNA depuis quelques années. Sur cette participation citoyenne, certains sujets donc seulement font l'objet de l'ouverture à la participation citoyenne parce que là aussi, on est obligé de choisir en fonction de nos ressources. Mais en tout cas, quand la décision est prise d'articuler un groupe de concertation à de la participation citoyenne, on met en place une cellule spécifique qui va travailler sur l'élaboration d'un dispositif qui sera déployé pour recueillir les expressions et enrichir les débats du groupe de concertation. Ça peut être un panel citoyen, ça peut être une consultation, ça peut être l'organisation de débats dans des départements ou des régions ou auprès de collectivités territoriales. En tout cas, ce dispositif permet de recueillir ces expressions des citoyens, d'en formuler une partie des recommandations pour enrichir les débats de nos maillons de la chaîne alimentaire qui constituent le CNA. Voilà. Le premier avis qu'on a publié avec de l'enrichissement de la participation citoyenne, c'est celui sur la sobriété en emballage alimentaire. Et celui sur la précarité alimentaire a fait l'objet d'un dispositif particulièrement dense, élaboré, construit en rapport avec le sujet de la précarité, faisant intervenir des personnes en situation de précarité. Voilà. Donc, je ne vais pas aller tellement plus loin. Vous avez ensuite, sur la diapo suivante, des éléments, des exemples des avis qui ont été publiés pour le CNA. Donc, les derniers, comme vous le voyez, c'est prévenir et lutter contre la précarité alimentaire et puis nouveaux comportements alimentaires. On a traité de sobriété des emballages, d'éducation à l'alimentation, d'alimentation favorable à la santé. Mais voilà, vous connaissez le Conseil national de l'alimentation dans sa version la plus rapidement présentée. Voilà, je repasse la parole donc maintenant à la présidence de ce groupe de concertation. Si vous avez des questions sur le CNA lui-même, je vous propose de les mettre à l'écrit dans l'onglet questions, comme évoqué par Morane tout à l'heure, et on y répondra essentiellement par écrit, et peut-être si on a un peu de temps, plus à l'oral aussi, au fil de l'eau. Voilà. En tout cas, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec donc la présentation par Franck Lemorvan et Magali Ramel. Donc, il s'agit d'un des 2 sujets que nous avions choisi de mettre à l'ordre du jour en 2021. Voilà, il a permis de mener une réflexion sur la précarité alimentaire. Ça a été retenu après le rétexte Covid-19, le retour d'expérience, qui avait constaté une aggravation de la précarité alimentaire, qui d'ailleurs s'est accrue encore depuis le début des travaux du groupe, avec notamment les problématiques d'inflation, de coûts d'énergie. L'objectif principal du groupe, c'était d'émettre des recommandations en matière de réduction de la précarité alimentaire en France. Mais ce groupe a travaillé pendant presque 1 an sur ces enjeux et ces travaux ont abouti à cet avis donc on vous présente aujourd'hui. Il permettra de proposer des pistes d'action. Donc, Franck Lemorvan et Magali Ramel, je peux vous laisser la parole pour présenter dans un premier temps le contexte, la méthode de travail, et ensuite vous présenterez en 4 temps les constats et les ambitions de l'avis, avec à chaque fois des temps d'échange et de questions avec vous qui regardez ce webinaire. Merci beaucoup Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci déjà d'être présents, je crois nombreux, et ça montre tout l'intérêt du travail que nous avons mené au sein du CNA. Alors, l'idée, c'est d'abord de vous présenter brièvement le mandat et les conditions dans lesquelles nous avons travaillé, et puis après d'entrer dans le fond du sujet en présentant les
très brièvement, bien sûr, les grands axes de la vie. Alors, si on repart de la base, donc le mandat, parce qu'au Sénat, on travaille toujours avec un mandat. Donc, ce mandat, pas très très long, hein, il n'était pas non plus absolument impératif, on avait une certaine marge de manœuvre, mais on a été très 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 bons élèves, on a vraiment suivi les termes, parce que les termes étaient parfaitement adaptés au sujet. Et donc, vous trouvez à gauche du slide les cinq objectifs, cinq sujets qui en fait structurent peu ou prou le rapport. Hein. Si vous regroupez les deux derniers, vous retrouvez quasiment la structure qu'on va vous détailler après en termes de constat, d'ambition et de recommandation. Le premier sujet que l'on nous demandait de traiter, c'était une cartographie dynamique des populations les plus exposées à la précarité alimentaire. Sylvie l'a dit, le sujet majeur au moment où le mandat a été voté par le CNA plénier, c'était évidemment la crise du Covid qui avait notamment aggravé les situations de précarité alimentaire. En tout cas, un des symptômes particulièrement visibles, c'était le fait que des populations qui jusque-là ne fréquentaient pas les structures d'aide alimentaire s'y retrouvaient. Hein, on avait une explosion à la fois de la demande et puis la présence de publics nouveaux, d'où cette demande de cartographie. Alors, je dis tout de suite que j'évoque à la fois les questions posées et la manière dont on les a traitées. On n'a pas été très loin dans cette cartographie, on l'a évoqué, on en a dressé les grands traits, mais on était, d'une part, on n'était pas forcément les mieux outillés pour faire ce travail détaillé, parce que c'est vraiment un travail notamment de statistiques, et en la matière, on le verra, c'est un vrai sujet de préoccupation. Et puis surtout, il y avait par ailleurs un comité consultatif, hein, le comité consultatif coordination de la lutte contre la précarité alimentaire, le TOCOLUPA, qui travaillait en parallèle et qui avait notamment cet objet-là. Voilà, donc on s'est dit qu'on n'avait pas doublonné avec son travail. Le deuxième élément, c'était évidemment l'amélioration de l'existant en matière de lutte contre la précarité alimentaire. Je ne dis pas, je rentre pas dans le détail, mais clairement, l'aide alimentaire, c'est la grande majeure partie de l'existant. On avait d'ailleurs une occasion aussi en termes de rendez-vous, puisqu'on avait la révision la nouvelle programmation au plan européen qui, on va le voir, on va reparler, finance une partie de l'aide alimentaire. Voilà, c'était évidemment l'occasion de se poser ces questions. Après, donc, l'état des lieux des solutions complémentaires ou alternatives à l'aide alimentaire, hein, dans une optique de prévention d'autonomie, d'inclusion. Je crois que le titre parle de lui-même. Et puis, un vaste ensemble de pistes de solutions, on pourrait dire plus structurelles, pour agir en faveur d'un accès pour tous à une offre alimentaire durable, et notamment cette idée d'un socle alimentaire fondamental ou sécurité sociale d'alimentation. Je ne développe pas plus parce qu'on va évidemment en parler. Alors, pour travailler, Sylvie l'a dit, on s'est réunis sur une année entière pratiquement, 12 fois. On a travaillé d'abord évidemment à partir d'une analyse documentaire, tout ce qui existait, et notamment les productions du CNA lui-même, hein, à commencer, ce n'était pas le seul, par l'avis tout récent, l'avis précédent qui avait été rendu sur retour d'expérience sur le Covid, parce que bien évidemment, ça faisait partie des sujets qui avaient été abordés dans ce rétexte, loin d'être le seul, mais en tout cas, évidemment, il y avait donc une filiation. Ensuite, on s'est beaucoup appuyé évidemment sur des expertises. Alors, il ne faut pas prendre le mot expert dans un sens trop restrictif. Il s'agit aussi de gens d'acteurs de terrain. Hein. Experts, c'est au sens large, c'est-à-dire à la fois éventuellement des scientifiques en matière de statistique, par exemple, mais aussi des gens qui concrètement mettent en œuvre des mesures de lutte contre la précarité alimentaire sur le terrain. On a auditionné au total effectivement 22 personnes hein, autour des 4 premières réunions qu'on a tenues. Alors, pardon, pas la première c'était une réunion de lancement où on a cadré un peu le travail. On a eu ensuite 4 réunions d'audition, et puis après, on a eu donc le travail proprement dit sur les sujets à partir de tout ce matériau, avec évidemment une articulation, je vais en parler tout de suite, avec un dispositif de participation citoyenne. Hein. On a eu une séance entière dédiée à cela, je vais y revenir. Et puis enfin, on a travaillé d'une façon qui était un peu variable selon les sujets, parce que, pour prendre juste cet exemple, le chèque alimentaire durable, qui est évidemment un sujet qui entre complètement dans le champ de notre travail, il se trouve qu'il y avait parallèlement à notre groupe, au travail de notre groupe, une mission confiée à plusieurs inspections générales
Et ce travail parallèle, on se disait qu'on n'allait pas le faire à la place de la mission d'inspection, qui en plus était totalement dédiée, donc il était consacré à ça. Donc on a préféré ne pas traiter le sujet en lui-même, mais simplement se poser les questions, je dirais, de principe entre nous. Donc voilà, selon une analyse qu'on appelle SWOT, c'est-à-dire quel type de force, de faiblesse ce genre de mesure pouvait avoir dans la lutte contre la précarité alimentaire, et puis quelles opportunités permettant de le mettre en œuvre, telles menaces risquant d'empêcher cette mise en œuvre. Voilà. On a procédé ainsi aussi, mais je crois qu'il faudra revenir pour expliquer un peu plus pourquoi, sur la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, si on vient maintenant sur cette question de la participation citoyenne, qui est vraiment essentielle, donc, slide suivant, donc, ce n'est pas la première fois que le CNA donc décidé d'associer des citoyens à la confection d'un avis. Simplement, il l'a fait en l'espèce d'une façon qui était particulièrement développée et qui, sans doute, que le prémisse d'une méthodologie encore plus approfondie en termes d'association des citoyens. Alors, l'idée, c'était à la fois de jouer sur un groupe de citoyens qu'on allait réunir et donc faire travailler ensemble sur le sujet, et puis par ailleurs de s'appuyer sur des réflexions territorialisées, locales, qui pouvaient avoir toutes sortes de supports, des associations, des collectivités territoriales, parfois très investies dans le sujet, voilà, des conseils de développement, etc. Donc on a eu d'un côté, vous voyez à gauche, 67 débats, comme on dit, autoportés. Ils avaient l'appui de la Commission nationale du débat public, mais ils étaient avant tout organisés territorialement sur le terrain par des acteurs locaux. Et puis, donc, un panel citoyen, donc à vocation nationale, où on avait tenu absolument à ce qu'il y ait une pondération entre des personnes qui connaissaient ou avaient connu des situations de précarité alimentaire. Et donc, il existe, vous le savez sans doute, donc des structures qui permettent aux personnes qui ont connu la précarité de s'exprimer, de faire entendre leur voix, et donc ce qu'on appelle les CRPA au niveau régional. Et puis des personnes tirées au sort qui visaient à compléter pour avoir aussi, je dirais, globalement la société civile, mais en ayant vraiment une part importante de personnes qui étaient effectivement, je vais dire, dans le sujet. Et donc ces personnes ont eu donc au total 6 jours de travail ensemble. Elles ont eu la présentation des travaux, donc des débats autoportés. Elles ont rendu un avis qui comportait un certain nombre de propositions. Et l'idée, c'était que nous, groupe de travail, nous ne commencions à réfléchir collectivement. Bien sûr, chacun avait pu réfléchir avant individuellement, on imagine bien, que nous commencions à discuter collectivement des recommandations à faire, au-delà du matériau qu'on avait déjà accumulé, de ce qu'on pouvait faire après, mais qu'après avoir entendu les recommandations des citoyens. Ça nous paraissait vraiment essentiel en termes de démarche. On entendait d'abord les citoyens et après, à partir de ce qu'ils nous proposaient et à partir de tout ce qu'on avait pu, nous, par ailleurs, accumuler comme savoir et comme idée, bien sûr, eh bien, on formulait nos propositions. Et on discutait avec eux, c'est-à-dire que donc on a eu effectivement une réunion entière, une des 12 réunions dédiées à un échange avec les citoyens pour bien comprendre leurs propositions, leurs recommandations, s'en inspirer, en discuter. Voilà. Bon. Et après, alors, il aurait fallu encore plus de temps si on avait pu faire le travail de façon aussi segmentée, mais on a vraiment essayé, au fur et à mesure qu'on traitait les sujets, effectivement, à chaque fois, de mettre en perspective les propositions des citoyens et celles qui émanaient d'autres sources. Alors, tout ça donne un certain nombre de livrables. Donc, les livrables, c'est évidemment d'abord un avis, un avis qui a été diffusé en novembre, avec un résumé qui a même été traduit en anglais. Voilà, donc on essaye même si chaque pays a ses propres spécificités, ça peut effectivement être intéressant et de même que les exemples étrangers qu'on n'a pas eu le temps de creuser, mais peuvent être intéressants pour inspirer des réflexions nationales. Et puis, on a vraiment tenu à ce que les citoyens aient une explication des raisons pour lesquelles on avait repris
certaines de leurs propositions, la grande majorité d'ailleurs, et pourquoi dans certains cas on n'avait pas estimé au niveau du groupe possible de le faire, en tout cas en l'état. Et donc ce document de réponse aux citoyens, qu'on a d'ailleurs présenté dans un second temps au mois de novembre donc après la publication du rapport, novembre dernier, et bien effectivement, il est aussi disponible en ligne, ainsi bien entendu que l'avis des citoyens et le compte-rendu des débats autoportés. Voilà comment on peut rapidement résumer notre fonctionnement. Et donc, pour finir cette partie un peu de cadrage général sur l'avis, c'est juste pour vous redire un peu la structuration est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante. L'objectif, le contenu de l'avis et les objectifs poursuivis de façon consensuelle, où vous ayez à la fois par le groupe de concertation et avec l'appui de toute la concertation citoyenne. L'avis final qu'on vous présentera donc, est structuré autour de 4 grands constats auxquels répondent 4 grandes ambitions et recommandations, dont elles découlent les recommandations. Et pour décliner un peu le titre de l'avis de lutter et prévenir contre la précarité alimentaire et comment on le définissait collectivement, c'est ces 3 objectifs que vous voyez apparaître sur la diapositive, c'est-à-dire l'importance quand on lutte et qu'on prévient contre la précarité alimentaire, de permettre à chaque personne d'avoir un accès digne à une alimentation suffisante et de qualité. Vous voyez, dans cet avis qui était aussi la question qui était posée lors des débats autoportés et pour la concertation citoyenne, et bien l'ambition de ne pas réduire l'enjeu à juste un accès à l'urgence ou seulement à l'aide alimentaire, mais bien un accès qui s'inscrit sur du long terme, qui respecte la dignité de la personne et qui prenne à la fois les enjeux de nourriture en quantité suffisante et de qualité. Le constat commun aussi partagé, ça, vous voyez, c'est le deuxième objectif, c'est qu'aujourd'hui, les réponses sociétales ne permettent pas de répondre et d'atteindre cet objectif et qu'il est même urgent qu'on impulse des évolutions dans l'approche de la lutte contre la précarité alimentaire pour pouvoir atteindre ces objectifs et mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes. Donc, vous voyez, là, c'était aussi associé à la lutte contre la précarité alimentaire, l'importance de le penser pour pouvoir, à partir des attentes et des besoins des personnes concernées, pouvoir construire aussi pour avoir des mesures qui répondent mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et troisième grand objectif partagé, c'est que la lutte contre la précarité alimentaire, et on le retrouve aussi dans les champs qu'on a traités dans la vie et dans les recommandations, c'est un sujet qui est multidimensionnel et qui touche à beaucoup de pans de politique publique. Et donc, ça doit, toutes les politiques et les actions de lutte contre la précarité alimentaire doivent être pensées en cohérence avec d'autres objectifs généraux des politiques publiques, dont la lutte contre pauvreté et exclusion, dont la transition écologique, dont la souveraineté alimentaire, dont la santé publique. Et tous ces éléments se retrouvent aussi dans les pistes qu'on a posées et dans les constats et dans les préconisations de cet avis. C'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Donc, je vous disais 4 grandes ambitions qui répondent à 4 grands constats, et c'est comme ça que va se structurer les temps maintenant qu'on va faire. Les parties ambitions, donc vous voyez, c'est plus dans les recommandations, et on en a 71 dans cet avis, 71 qui ont été adoptées par le groupe de concertation. Elles ne sont pas toutes consensuelles, et lorsqu'il y a ou des nuances dans les positionnements ou lorsqu'il y a des dissensus, c'est bien marqué clairement dans le tableau de recommandations. Si vous allez voir l'avis, ces recommandations sont présentées dans un grand tableau avec à chaque fois une colonne qui permet aux membres du groupe de concertation de préciser leur position lorsqu'ils ne sont pas absolument d'accord ou qui présentent des nuances dans la rédaction de cette recommandation. Pour clarifier aussi la présentation de l'avis et puis sa restitution, il a été aussi voté par les membres du concertation à la fin donc de ce processus, 15 recommandations clés qui sont peut-être les plus emblématiques ou les plus prioritaires dans la mise en œuvre, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont plus importantes, mais c'était aussi pour simplifier la synthèse de l'avis, et on va maintenant plutôt vous présenter plutôt ces 15 recommandations clés, mais encore une fois, il y en a d'autres à consulter dans l'avis qui sont aussi importantes.
Merci Magali. Je profite de ce petit temps donc avant de passer à la présentation des ambitions et des constats. On a plusieurs questions qui concernent ce webinaire et sa valorisation. Donc sachez que si vous êtes inscrit à ce webinaire-là, vous allez avoir l'enregistrement tout de suite après, à la fin de ce webinaire-là, vous pourrez y accéder. Et pour ceux qui ne se sont pas inscrits, nous, on vous donnera l'accès via, après une petite manip au sein du secrétariat, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez accès plus tard et vous pourrez le revisionner. Je laisse la parole à Franck Lenormand à Magali, non? Oui, directement. Je crois que le plus simple, c'est de rentrer directement dans les axes. Voilà, donc Est-ce le qu'on peut premier passer axe. à la diapo suivante? Oui, je passe. Voilà, peut-être pour vous présenter, donc c'est les 4 sujets que l'on va aborder. Donc à 4 temps, à chaque fois, il y aura un temps de questionnement à la suite. On va pour vous présenter à la fois donc, les constats et les ambitions, les recommandations qui sont associées dans la vie, c'est-à-dire 4 temps. Le premier, et ça reprend un peu ce que présentait Franck tout à l'heure sur les axes du mandat. Le premier sera autour de la connaissance des situations de précarité alimentaire. Le deuxième temps sera sur tout ce qui est l'amélioration de l'aide alimentaire, compris au sens de la définition légale, c'est-à-dire distribution de denrées alimentaires. Le troisième temps sera consacré à tout ce qui est plutôt alternative à cette aide alimentaire distributive et toutes les initiatives autres. Et quatrième temps, c'est de prendre plutôt une approche systémique et de prendre le problème à la racine. Donc, c'est ces 4 temps qui structure, je vous redis, la partie constat et recommandation de l'avis et qui va structurer notre présentation maintenant. Et je vais démarrer tout de suite donc avec ce qui correspond au premier constat, mais à la deuxième ambition dans la vie, ou l'ambition B dans la vie, qui est connaître la précarité alimentaire et me suivre les politiques visant à la prévenir et la combattre. Vous vous souvenez, c'est ce que présentait Franck, l'axe du mandat qui était autour de la cartographie, une demande de cartographie fine des situations de précarité alimentaire. Le fait aussi que c'est un sujet qui est pris par le COCOLUPA, donc le groupe 1 qui est pour mieux caractériser les situations de précarité alimentaire. Et c'est donc bien en complément de ce qui est poussé déjà par le COCOLUPA que le groupe a cherché à répondre à cet axe du mandat sans aller plus loin que ce que faisait déjà le COCOLUPA. Et vous voyez, en fait, sur la diapositive, le premier, l'encadré qui est en haut, ce qui correspond au constat qu'on a posé dans le groupe, et puis plus largement, c'est partagé. C'est en fait que on a une très faible connaissance, une mauvaise fiabilité de toutes les données aujourd'hui qui sont présentées pour parler de la précarité alimentaire, pour parler de l'aide alimentaire. On présente souvent d'abord les chiffres liés à la pauvreté, mais qui n'est pas pauvreté monétaire ou taux de pauvreté, mais qui n'est pas directement corrélé aux situations de précarité alimentaire. De même, les chiffres de l'aide alimentaire ne recoupent pas toutes les situations de précarité alimentaire. Et donc, dans la vie, c'est dans la partie constat, ce détail un peu de cette difficulté de aujourd'hui caractériser la précarité alimentaire, le constat aussi de la nécessité de qualifier de façon large, je vous disais de ne pas le réduire à l'aide alimentaire, et bien de prendre l'ensemble des dimensions de la précarité alimentaire qui ont des impacts pour la personne, c'est-à-dire des impacts nutritionnels, mais aussi identitaires, sociaux. Donc, c'est un appel à cette définition large pour caractériser la précarité alimentaire. Et un constat aussi de difficulté de mesurer l'impact de toutes nos mesures de lutte contre la précarité alimentaire. Donc, vous voyez, si c'est en complément et qu'on n'est pas allé très loin par rapport à cet axe du mandat, il y a eu quand même des constats forts posés dans le groupe qui conduisent aux recommandations que vous voyez, c'est l'encadré bleu sur la diapositive. Donc, dans cette ambition pour mieux connaître la précarité alimentaire et mieux suivre les politiques visant à la connaître, vous voyez, il y a 2 axes. Le premier, c'est de pouvoir mieux identifier et suivre et connaître les situations de précarité alimentaire en France. Et deuxième axe, c'est de mieux pouvoir mesurer l'impact des politiques et des actions qui visent à la combattre et la prévenir. Peut-être juste pour détailler un petit peu sur le diagnostic, donc tout ce qui serait connaissance des situations, et encore une fois, en complément de ce qui est travaillé dans le groupe 1 du COCOLUPA pour pouvoir cartographier la précarité alimentaire.
les recommandations que vous voyez, donc ça fait partie des recommandations clés dont je vous parlais tout à l'heure. Le premier, c'est donc améliorer les connaissances de précarité alimentaire en France en général. Et vous voyez, c'est à la fois en dissociant la connaissance des personnes qui connaissent l'insécurité alimentaire. Deuxième item, c'est les personnes qui vont à l'aide alimentaire ou qui ne veulent pas y avoir recours. On a besoin aussi de mieux connaître et renseigner ce phénomène, de mieux connaître aussi les stratégies des ménages, et donc vous voyez la microéconomie du porte-monnaie des personnes en précarité, toujours dans l'objectif de pouvoir mieux comprendre les besoins, les attentes, et donc pouvoir mieux répondre à ces situations. L'importance de se fonder sur le tissu local et les bassins de vie, donc de pouvoir avoir aussi une approche. Donc la première recommandation, c'est plutôt au niveau des statistiques et études nationales, tant quanti que qualitatives. La deuxième recommandation est plus ce qui peut être mené au sein des collectivités territoriales et des bassins de vie pour aussi pouvoir aller vers, vous voyez, c'est le troisième recommandation, s'appuyer sur tout ce qui est le tissu et local et le groupe de pairs pour pouvoir aussi mieux identifier les personnes qui ne vont pas à l'aide alimentaire ou les personnes qui connaîtraient des situations de précarité alimentaire et qui ne seraient peut-être pas non plus dans les situations de taux de pauvreté. Donc, pouvoir mieux comprendre toutes ces réalités. Et le deuxième item, ce que je disais, mieux suivre et évaluer les dispositifs, c'est aussi la difficulté aujourd'hui de pouvoir rendre compte de l'impact et de la façon dont ce qu'on va mettre aujourd'hui au niveau sociétal dans les actions vient répondre aux attentes des personnes et dans les coûts complets aussi de ce qui va être déployé. Et c'est des recommandations de cet ordre-là aussi qui vont être détaillées, en précisant aussi les différentes mesures, ne pas s'arrêter à seulement un enjeu nutritionnel ou de quantité de nourriture distribuée pour pouvoir mesurer la lutte et prévenir contre la précarité alimentaire, mais bien mesurer de façon large, on reviendra aussi dans notre présentation, les dimensions qu'on va considérer, donc nutritionnelles, mais aussi la considération de la personne, tous les enjeux d'autonomie de la personne aussi, respect de ses choix et ces différents items qu'on a aussi détaillés pour l'impact de la lutte contre la précarité alimentaire. Voilà. Merci beaucoup Magali. Je rappelle, si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Nous avions une première question au tout début du webinaire concernant les diagnostics pour la cartographie des personnes en situation de précarité. J'espère que Magali a pu y répondre à travers cette présentation-là. Oui, je redis, en plus sur les diagnostics, c'est vraiment le titre du groupe 1 des documents qui vont être mis en avant par le groupe 1 du COCOLUPA sur le diagnostic de la précarité alimentaire à l'échelon local. Donc c'est vraiment ce qu'on a pu développer, c'était en renvoyant aussi vers ces travaux qui, je ne sais pas s'ils sont déjà publics ou s'ils devraient être mis en public, en tout cas normalement au début de l'année 2023, donc vers maintenant. On a une question de Bruno Amen. Est-ce que les méthodes d'évaluation des dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire ont pu être étudiées durant ces groupes de concertation? Non, on n'est pas entré dans ce niveau de détail. On a effectivement plusieurs fois, dans plusieurs recommandations, on voit apparaître la question effectivement de l'évaluation des effets. D'ailleurs, d'une certaine façon, la question, elle est tout à fait pertinente, mais elle anticipe un peu sur la suite, parce que c'est vrai que la question, là, on était déjà sur identifier les publics. Et comme l'a dit Magali, on a un vrai problème d'identification, parce que alors qu'on sait le nombre de gens qui vont à l'aide alimentaire, c'est-à-dire dont le besoin est tel qu'ils ont absolument besoin d'aller chercher des produits auprès des structures qui les distribuent, autant les personnes qui ne se nourrissent pas convenablement, enfin d'une manière qui leur convient. Comme Magali a évoqué les phénomènes sociétaux, c'est-à-dire des personnes qui sont obligées de manger des choses qu'elles ne mangeraient pas spontanément parce que ça ne correspond pas à leurs habitudes alimentaires, mais faute de mieux, elles mangent. Voilà. Ces exemples-là, tous ces exemples-là, on les mesure très mal. On n'a pas de statistiques permanentes, globales. On a des études, mais qui sont pas permanentes, qui sont périodiques. Je ne rentre pas dans les détails parce que là, c'est vraiment des affaires de spécialistes. Mais voilà, donc clairement, on a un besoin d'outillage statistique sur ce sujet, et ce n'est pas le seul, bien sûr, avant de pouvoir faire la suite. Mais bien entendu, la question de l'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire, et pas seulement publiques, mais de ce qu'on fait, des effets de ça sur
sur le bien-être des personnes, hein, sur le fait qu'on remédie à cette précarité alimentaire, ça, c'est un sujet majeur aussi. Merci. On a une question un peu dans la même veine sur les listes. Est-ce qu'on a défini une liste d'indicateurs d'impact? C'est une recommandation. C'est une de nos recommandations en effet. On est en train de chercher la recommandation précise. On a listé certains thèmes. On ne va pas dire qu'on a fait une liste d'indicateurs d'impact parce que je dirais que dans la vie, on a plutôt mis en avant l'importance d'aller vers cette évaluation d'impact et de poser le constat de l'insuffisance aujourd'hui, de ce qu'on a aujourd'hui dans le suivi, qui est notamment par exemple au niveau des politiques européennes, principalement ce qui est demandé, c'est le nombre de personnes et le nombre de tonnes de nourriture qui est distribuée, ou le montant. Donc là, c'était un peu la nécessité d'élargir cette approche. On a repris, on aura peut-être le temps de regarder dans la vie, ou je ne sais pas si tu vois la recommandation associée, mais il y a une recommandation, et je vous le retrouverai dès que je mets dans la vie, qui liste un peu, mais on s'est inspiré des travaux qui étaient publiés à Terra Nova aussi, donc pour pouvoir montrer l'importance, vous voyez, d'élargir cette façon de comprendre l'impact. Il y a une présentation aussi lors des premières auditions sur les coûts complets et l'importance de ne pas réduire l'approche de l'aide alimentaire à quelque chose qui serait via du don et du bénévolat, parce qu'en fait, il y a des coûts qui sont engendrés. Donc, c'était aussi de pouvoir avoir cette approche plus large dans l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre. Mais voyons, pour l'instant, et c'est vrai qu'on n'est pas allé très loin, mais parce que le temps ne le permettait pas et qu'on a on a privilégié plutôt d'avoir ce tour d'horizon plus global sur le sujet et de souligner l'insuffisance aujourd'hui de ce qu'on a et la nécessité, vous voyez, d'aller plus loin. Juste pour la liste d'indicateurs d'impact, encore une fois, je ne sais pas si c'est une liste, mais c'est plutôt la recommandation 26 qui prône la nécessité de développer des indicateurs globaux. Donc, encore une fois, vous voyez, le prix, c'était plutôt d'élargir l'approche plutôt que vraiment aller plus loin, ou en tout cas encourager à développer cette approche. Mesurer l'utilité sociale en allant au-delà du nombre de repas distribués et de personnes aidées pour évaluer la qualité nutritionnelle et organoleptique des produits, leur durabilité, leur caractère local. Deuxième item, l'évolution de l'insécurité alimentaire et de ses conditions de réussite. Troisième item, tout ce qui est lien social généré par les actions de lutte contre la précarité alimentaire et leurs impacts en matière d'insertion, d'inclusion sociale pour les personnes concernées. Et troisième item, l'adéquation de la réponse proposée par rapport à la situation de la personne et d'éventuels effets de stigmatisation. Donc, vous voyez, ce cadre plutôt général et cet encouragement à aller vers là, et ça fait partie de ce qu'il faut être su par la suite. On a encore le temps pour une question. Une question de Élise Patrijon. Est-ce qu'on a une définition de la précarité alimentaire dans la vie? Alors, oui, non, on a une définition législative, mais qui est à l'envers. C'est-à-dire que, si vous allez voir le Code de l'action sociale et des familles, alors de mémoire, c'est le 266-1, voilà, c'est la lutte contre la précarité alimentaire. Voilà, ce qui est défini, c'est la lutte contre la précarité alimentaire. Hein. Donc, et de fait, à travers cette définition, on a une définition de la précarité, mais c'est une définition très générale. Hein. Donc, ça veut dire que voilà, l'objectif, c'est de remédier donc, au fait que les personnes n'ont pas accès à une alimentation saine, sûre, voilà, je dis les termes exacts, voilà, équilibrée et durable. Et donc, effectivement, à travers ça, on a une définition, mais c'est une définition qui est très théorique. Après, concrètement, comment on caractérise effectivement les situations de précarité alimentaire, c'est toute la question, comme ça a été dit, des indicateurs qui vont, comment va-t-on mesurer effectivement les personnes qui vont manquer de protéines, qui vont manquer, on voit bien que là, on est à la croisée de plusieurs types de critères, qui sont les critères à la fois effectivement nutritionnels, hein, c'est-à-dire que je sais pas, moi je pense aux 5 fruits et légumes par jour, si on veut effectivement avoir une alimentation saine et équilibrée, il faudrait effectivement une part de production. Bon, ça nous renvoie d'ailleurs tout de suite au sujet dont on va parler, c'est-à-dire les difficultés que peut avoir l'aide alimentaire à fournir un certain nombre de produits qui sont plus rares, ou en tout cas qui sont des produits frais, dont ils se conservent moins bien, voilà, dont toute la logistique est beaucoup plus complexe. Voilà, bon, donc, mais ça, encore une fois, ça peut aussi, et c'est ça le sujet, c'est aussi par rapport au désir des personnes, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas accès,
j'anticipe aussi sur un exemple, mais je ne l'aurais pas forcément donné, vous voyez, quand on distribue du riz qui ne correspond pas au riz qui est habituellement consommé à un endroit donné, on nous a parlé de ce phénomène-là, évidemment, c'est très compliqué, parce que ça veut dire que, certes, les personnes peuvent se nourrir en termes de quantité de calories, elles auront ce dont elles ont besoin, mais ça ne sera pas satisfaisant pour elles. Et cette dimension du goût et encore une fois des habitudes, parce qu'on ne change pas d'habitude alimentaire du jour au lendemain. Bon, voilà, donc la notion de précarité est implicitement définie juridiquement dans la loi, mais elle est loin d'être définie pratiquement. Et donc c'est pour ça qu'on a absolument besoin d'indicateurs très précis et multidisciplinaires. Et peut-être juste pour compléter rapidement avant qu'on passe à la prochaine partie, c'est justement, donc dans l'avis, au début, il y a une partie définition, et donc on n'a pas défini de façon stricte la précarité alimentaire, mais on se réfère à deux définitions aussi, une proposée par le labo ESS, une proposée par Dominique Paturel et qui est reprise aussi par la chaire UNESCO Alimentation du Monde, et puis la définition plus large de la précarité alimentaire en France, qui est une définition de 87 du Conseil économique, social et environnemental. Donc on avait ce cadre. Après, il a été aussi défini, quand vous parlez des objectifs, et dire pour lutter et prévenir contre la précarité alimentaire, ce qui a été retenu à la fois par la concertation citoyenne et le groupe de concertation, l'objectif de, pour chaque personne, un accès digne à une alimentation suffisante et de qualité. C'était ça un peu les contours qu'on se donnait. Et évidemment, le détail après a été co-construit à la fois par tout ce qui était dans les échanges de la participation citoyenne et avec ce qui a été dans les échanges du groupe de concertation. Et donc, c'est aussi cette matière qui nous a permis de définir les contours finalement dans ce contenu assez large. Et peut-être juste pour finir là sur l'impact et mesurer l'impact, c'est vrai aussi, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a peut-être deux sujets qui sont importants. C'est que il a été aussi important, et notamment dans les débats autoportés, le sujet dans les Outre-mer sur lequel on a très peu de données, donc la nécessité de mieux connaître cette réalité aussi et surtout dans les Outre-mer. Et c'est ce qui faisait partie de cette méthodologie et qu'on retrouve fortement dans les recommandations de l'avis, c'est pour pouvoir savoir quel a été l'impact et si ça va dans le bon sens, l'enjeu de pouvoir l'évaluer et les externalités positives en associant les personnes qui sont concernées. Donc, pouvoir avoir ces évaluations d'impact avec un processus participatif. Et ça, vous verrez cette importance, et c'est aussi dans la définition légale de la lutte contre la précarité alimentaire, mais qu'on puisse penser la prévention et la lutte à partir des recommandations et des attentes des personnes concernées et dans tout le processus d'évaluation aussi pour pouvoir mesurer les externalités positives. C'est vraiment un des axes aussi importants de l'année. Magali, on a une question qui est très intéressante. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de précarité alimentaire et pas d'insécurité alimentaire en deux mots? En deux mots. Il y a ces termes, c'est aussi disciplinaire, je pense. Pourquoi précarité alimentaire? Je pense parce que c'est le terme utilisé dans le droit français. C'est le terme qui a été consacré par la loi Egalim en 2018 dans le Code d'action sociale et des familles. Et donc, l'avis reprend les termes utilisés. Ça s'inscrit plus largement dans toutes les politiques de lutte contre la précarité et les exclusions en France, et que je vous dis parler de cet avis de 87 au Conseil économique, social et environnemental. Les termes sont proches, c'est sûr, et il y a vraiment c'est plutôt le terme utilisé à l'international ou suivant les disciplines. C'est plutôt les sciences sociales qui vont employer précarité alimentaire en France et plutôt insécurité alimentaire. Mais donc, voilà, dans certains cas, ça peut être vraiment tenu comme synonyme. Je vous dis, c'est parce que c'est le terme légal et utilisé dans les politiques françaises, et peut-être aussi que ce terme précarité avec cette association à la lutte contre pauvreté et exclusion nous permet justement de mettre aussi les enjeux de dignité, de place des personnes, de tout ce qui est rôle social de la nourriture, et c'est ce qui alimente aussi cet avis. Je recommande juste la lecture de l'article, parce que il est trop, on peut le lire, mais ça va prendre du temps. Mais vraiment, sa lecture est importante parce que tous les mots-clés y sont, c'est-à-dire sûreté, diversité, bonne qualité, quantité suffisante, dignité. Tout ça c'est un tout. Et c'est comme ça que la loi, encore une fois, de façon qui est principe, aborde le sujet. Effectivement, après, on peut faire le pont avec la sécurité alimentaire sans difficulté. On peut peut-être passer du coup, ça fait un peu le lien.
avec Exactement. la suite. Alors, l'ambition, le constat 2, ambition C, donc là, voilà, c'est le constat est assez simple, c'est que les politiques publiques de prévention et de lutte contre la précarité alimentaire aujourd'hui sont, en France, sont structurellement centrées sur l'aide alimentaire. On en a déjà parlé, j'y reviens. Et l'ambition, c'est d'améliorer ce système. Alors, améliorer ce système, bien sûr, l'idée, c'est bien de conserver ce système. Ce système en soi, il a une utilité, il est prégnant. Il s'agit de développer des formules alternatives et complémentaires. Il ne s'agit pas de faire table rase de ce qui existe. Par ailleurs, je rappelle que l'aide alimentaire, telle qu'elle est définie par la loi aujourd'hui, c'est d'abord la distribution de denrées aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité économique, qui ont des besoins, mais c'est aussi une proposition d'accompagnement. C'est toujours couplé. Alors, c'est une proposition d'accompagnement. On n'oblige pas les gens qui sont en situation de précarité alimentaire à se faire accompagner. Il faut qu'elles en aient le souhait. Mais en tout cas, on le leur propose. Voilà, ça n'est pas simplement de la distribution de nourriture. En tout cas, dans le principe. Simplement, ce système, clairement, les discussions, en particulier avec les citoyens, ont bien montré, ont bien confirmé, mais on le savait déjà, qu'il y a des choses à améliorer dans ce dispositif. Et donc, on a essayé, tout au long, je dirais, de la chaîne de fonctionnement de l'aide alimentaire, de repérer les points qui méritaient d'être discutés et améliorés. Alors, il y a 6 axes, vous voyez, qui sont qui structurent les recommandations, une vingtaine de recommandations qui sont faites sur ce thème. La question évidemment de l'accès, comment déjà on a connaissance du dispositif, la question de l'accueil, c'est-à-dire comment physiquement on est reçu pour bénéficier d'aide alimentaire, comment ensuite on est accompagné, en tout cas quel type d'accompagnement on vous propose quand vous vous adressez à des structures d'aide alimentaire, comment on coordonne l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce sujet, c'est-à-dire que ce soit des acteurs de l'aide alimentaire ou des acteurs de l'aide alimentaire avec d'autres acteurs qui peuvent intervenir, notamment dans l'accompagnement social dont les personnes peuvent avoir le désir et le besoin. Garantir la qualité des denrées distribuées, c'est un élément essentiel, c'est un objet qui a été d'ailleurs l'objet de nombreuses discussions et certains citoyens ont vraiment mis en lumière. Alors, je pense notamment, et ça c'est bien connu, ceux qui suivent un peu l'actualité savent que du côté des denrées qui sont acquises dans le cadre des fonds européens, on peut se retrouver avec des denrées qui ne sont pas forcément d'une qualité optimale. Je ne parle même pas de quelques cas de fraude qui ont pu être constatés, mais simplement en termes organoleptiques nutritionnels, on peut effectivement, on peut faire mieux. C'est d'ailleurs le point justement suivant sur les financements. Alors, sur tout ça, on a donc une vingtaine de recommandations, je ne rentre pas dans le détail, simplement on en a retenu 3, lorsqu'on a choisi les recommandations clés, on en a retenu 3. D'abord, le principe, évidemment, le point de départ, déjà, encore une fois, pour l'aide alimentaire, il faut connaître le dispositif, c'est renforcer l'information sur l'accès aux droits. Alors, il y a tout un débat sur le point de savoir si l'aide alimentaire est un droit, on n'est pas, voilà. Mais en tout cas, ça fait partie de l'action sociale. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement, pour des dispositifs partout en France, plus ou moins développés, plus ou moins satisfaisants. La question, c'est déjà qu'ils soient connus. Le deuxième sujet, c'est la coordination des acteurs. Ça a paru majeur, que ce soit aux acteurs eux-mêmes ou aux citoyens ou aux personnes, aux autres structures extérieures, c'est que on ne peut pas effectivement répondre correctement aux besoins si on ne le fait pas de manière coordonnée. Quand on a des zones blanches, notamment, où il n'y a pas de structure, encore une fois, tout cela, ça repose d'abord sur le bénévolat, sur la volonté d'un certain nombre d'associations qui jouent un rôle essentiel dans tout cela. Évidemment, il faut les accompagner et il faut faire en sorte que là où la demande n'est pas suffisante, se coordonner pour pouvoir répondre à cette demande. Le troisième point, c'est effectivement par rapport à la qualité. Mais là, on va toucher à d'autres sujets qu'on va voir après, de manière plus systémique. C'est augmenter l'aide de l'État pour qu'une partie de l'aide alimentaire soit issue de producteurs locaux pratiquant l'agriculture durable. Ça, c'est un point absolument majeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'aide alimentaire, je ne rentre pas dans le détail, c'est bien expliqué de manière très synthétique. Il y a un tableau qui montre les financements actuels. L'aide alimentaire, c'est avant tout des dépenses de l'État, de collectivités territoriales et de l'Union européenne. Ce sont des financements d'un certain nombre d'acteurs publics qui financent. Et puis, c'est complété par
en fait un système de dons privés, mais des dons privés qui sont encouragés fiscalement. Donc on retrouve la puissance publique, mais d'une manière indirecte à travers les aides fiscales. Eh bien, ces sommes-là, elles servent avant tout à acheter des produits, évidemment, le mieux possible, en plus grande quantité possible. Bon, il y a un arbitrage entre qualité et prix, mais quand on est notamment dans les fonds européens, on ne peut pas dépenser les sommes comme on veut, et notamment, on ne peut pas privilégier la production locale. On peut arriver à peu près à ce résultat par d'autres biais, notamment en jouant sur les trajets, hein, le bilan carbone du transport, en jouant sur la fraîcheur des produits, mais c'est pas du tout, on ne peut pas en tout cas écrire noir sur blanc, voilà, on peut acheter le cas. Mais il faut arriver à le faire le plus possible dans le respect des textes, et ça nous renvoie à d'autres propositions qu'on évoquera plus tard. Et pour le faire, voilà, il ne faut effectivement pas que ce soit au niveau européen, mais au niveau national, avec des fonds qu'on va flécher le mieux possible et le plus possible au niveau territorial, qu'on puisse faire en sorte effectivement par ailleurs, d'aider des producteurs locaux et qui prennent la peine de produire de manière respectueuse de l'environnement. Voilà, sans rentrer dans le détail, hein, c'est très frustrant, mais voilà les points essentiels de cette partie de l'EVI. Alors, on a plusieurs questions. La première, c'est quel est votre positionnement par rapport aux épiceries sociales et solidaires qui semblent aujourd'hui répondre en partie à ces ambitions? En fait, on anticipe un petit peu sur la partie suivante, peut-être. Sur la partie, en fait, ce qu'on a présenté donc dans l'aide alimentaire et ce que vient de présenter Franck, c'était vraiment ce qui répond à la définition légale de l'aide alimentaire. Et donc, la définition légale de l'aide alimentaire, c'est L266-2 du Code d'action sociale et des familles, de mémoire. Ouais. Et donc, c'est la fourniture de denrées assortie d'un accompagnement, et c'est l'aide qui est financée via les dispositifs de l'Union européenne et de l'État français. Mais c'est vraiment… Ça inclut les épiceries sociales, mais ça n'inclut pas les épiceries sociales et solidaires qui ne sont pas réservées à des personnes dans une situation de précarité. C'est toute la subtilité, pardon pour la hauteur de la techno. Mais voilà. Et tout ce qui était plutôt épicerie, on le voyait plutôt dans l'axe 3 qu'on va vous présenter juste après. Ok, alors on a même deux questions qui concernent ce sujet-là. Est-ce qu'on a re-questionné le lien entre aide alimentaire et politique de lutte contre le gaspillage alimentaire? Oui, ça a été un sujet de débat. C'est un sujet de débat. Et notamment à travers l'aspect fiscal dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est le fait que, heureusement, malheureusement pour beaucoup d'associations, une source essentielle de denrées que l'on va pouvoir distribuer, c'est effectivement la récupération de produits dans le cadre de la lutte contre le gaspillage. Et alors, un point est certain, c'est qu'on a bien écrit dans le rapport qu'il ne fallait pas que la politique soit centrée sur la politique de lutte contre la précarité alimentaire en général, et d'aide alimentaire en particulier, soit centrée uniquement là-dessus. Mais je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'est pas souhaitable que ce soit le cas. C'est simplement que de facto, aujourd'hui, c'est encore très important. Hein. Alors, il y a des questions de chiffrage, mais je ne rentre pas dans le détail. Voilà. Donc, oui, la question est… Mais comment dire, la loi ne fait pas un lien automatique. Voilà. Il se trouve que c'est une source importante. Et bien entendu, une proposition comme celle qu'on a dégagée parmi les recommandations clés, c'est-à-dire augmenter l'aide de l'État pour qu'une partie de l'aide alimentaire soit issue des producteurs locaux, là, ce ne sera pas de la ramasse, ce sera clairement des achats. Voilà. Donc, clairement, l'idée, c'est bien de renforcer ce qui est choisi et pas ce qui est reçu d'une façon qui, effectivement, dépend pas des besoins des personnes à qui on va distribuer, mais de la capacité d'un certain nombre de producteurs à un instant T de fournir des denrées. Bon, et on sait bien, par exemple, que parmi ces denrées qui sont ramassées, il manque, en proportion, il manque évidemment certains produits frais, alors qu'on va trouver plus facilement des produits d'épicerie qui sont éventuellement, qui sont un élément de l'alimentation, mais qui ne sont pas les seuls. Nous avons de nombreuses questions sur les épiceries sociales et solidaires, mais aussi sur les jardins familiaux. Ça viendra après, comme on l'a dit tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Nous avons une question sur le fait que aujourd'hui, pour l'aide alimentaire internationale, on observe une tendance à remplacer l'aide en nature, donc en nourriture, par de l'aide en argent ou en bons alimentaires. Est-ce que cette question est débattue en France et sinon, pourquoi? Et ça, en 2 minutes.
la réponse. Alors, bon, moi, je donne juste un élément de réponse sur les travaux du groupe. Nous n'avons pas traité spécifiquement de l'aide alimentaire internationale. Vraiment, nous nous sommes concentrés sur la lutte contre la précarité alimentaire en France. C'est un choix, mais enfin, c'était le mandat. Hein. Le mandat, voilà, c'est un sujet majeur, évidemment, mais c'est un sujet qu'on n'était sans doute d'ailleurs pas les mieux à même de traiter. Après, alors, peut-être que Magali peut avoir des Ça fait compléments. partie des recommandations, en fait, qui va sûrement dans le sens de cette question, qui est de se dire que le sujet de l'insécurité alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire internationale est étudié dans les programmes depuis longtemps, et de faire des études pour s'inspirer justement de tout ce qui a été avancé, des avancées ou les constats à l'international pour j'allais dire repenser ou en tout cas questionner tout ce qui est la lutte contre la précarité alimentaire en France. Et il y a une ou deux recommandations qui vont dans ce sens, et donc clairement qui vont dans le sens de ce qui est dans la question, de se dire la remise en cause de l'aide en nature à l'international pour aller plutôt vers du cash transfert, du transfert monétaire, d'approfondir ces positionnements pour venir aussi enrichir la réflexion sur la politique française. Et on a une ou deux recommandations là-dessus dans la vie. Bon, dans ces cas-là, Magali, je te laisse la parole pour l'ambition. Il y avait juste une question aussi sur la qualité, il me semble. Il y avait une question sur la qualité, en effet. Je pense que. Alors, je peux la reposer. Normalement, il est bon. Dans l'horaire, on est bon, si je compte bien. Alors, est-ce que la notion de qualité pour l'alimentation a été discutée lors de cette étude? Et si oui, votre définition? Et c'est une question compliquée, je l'avais vu passer. Alors, cet avis a été rendu en complément aussi d'autres avis du CNA, dont l'avis sur l'alimentation favorable à la santé, dont l'avis sur les nouveaux comportements alimentaires qui étaient rendus aussi en même temps que nous. Et donc, là aussi, on renvoyait à ces travaux qui étaient plus poussés sur vraiment ce qui serait une alimentation de qualité. On a quand même un point spécifique, et c'est ce que présentait Franck tout à l'heure, sur améliorer la qualité dans l'aide alimentaire, qui se décline en plusieurs recommandations. Donc, on n'a pas une définition précise, peut-être dans la vie. On a quand même, quand on prend les textes légaux, la définition légale, c'est une aide en quantité, si possible, de qualité. Là, dans la vie, c'est vraiment de garantir la qualité dans l'aide alimentaire d'urgence. Donc, c'est quand même cette affirmation. Vous voyez que c'est détaillé avec certaines sources d'approvisionnement, comme le présentait Franck aussi. C'est aussi, et c'est présenté, de prendre en compte les attentes, les besoins des personnes, prendre en compte les préférences culturelles, prendre en compte les habitudes alimentaires, et notamment, Franck parlait du riz distribué en Outre-mer qui ne correspond pas aux habitudes locales. Donc, il y a ces items qui permettent de développer. Donc, ce n'est pas une définition directe, peut-être, et là encore, on renvoie peut-être plutôt aux autres avis, mais c'est plusieurs éléments qui permettent quand même de préciser les contours de cette qualité qui ne se réduit pas de la qualité juste nutritionnelle. Et il y a aussi sur tout ce qui est environnement alimentaire, et puis on va en parler, tous les enjeux de préjugés, stigmatisation, bien prendre en compte quand on parle de bonne alimentation ou d'une alimentation de qualité, les risques d'exclusion, de stigmatisation, et donc de faire attention à ces risques quand on pense à l'alimentation de qualité. J'avoue que sur la qualité, on n'avait pas mandat, par exemple, de se substituer à l'ANSES pour ce qui est de définir ce qui est une alimentation équilibrée. Donc, de toute façon, on partait de données qui existent. Je rappelle d'ailleurs que dans les structures d'aide alimentaire, il y a depuis longtemps les paniers. Je crois, Nicole Darmon, qui était membre de notre groupe de travail, avait travaillé sur des paniers équilibrés. Donc, voilà. Donc, je dirais d'une certaine façon, nous, on prend des travaux qui peuvent être complétés, mais qui existent. Et à partir de là, on dit de toute façon, il faut tendre vers la mise en œuvre de ces normes de qualité qui sont tenues par ailleurs. On va passer. Oui. On est pris par le temps et on va passer au temps suivant. Et s'il y a des questions auxquelles on ne répond pas encore à la fin, on pourra y revenir. Oui. Donc, je ne sais pas si vous suivez toujours la structure de la vie et notre structure de présentation. Je vous redis, il y avait 4 constats, 4 ambitions. Donc là, on est dans la partie constat de la vie, au 3e constat qui correspond à la 4e partie, ou à l'ambition D dans la vie, et qui a trait à ce qui est présenté comme tout ce qui est alternative ou complémentaire à cette définition légale de l'aide alimentaire, donc complémentaire à la fourniture de denrées alimentaires.
quand dans les questions était évoqué le sujet des épiceries sociales ou des épiceries sociales et solidaires, des jardins partagés ou jardins nourriciers. On parle aussi des tiers-lieux alimentaires, on parle aussi des maisons d'alimentation, des groupements d'acheteurs. Donc, c'est toutes ces alternatives qui sont, et c'est un de nos constats, qui sont extrêmement foisonnants, qui ont été largement développées aussi pendant et après le confinement. Et donc, c'est un des constats du développement de toutes ces initiatives qui renouvellent un peu le champ de la lutte contre la précarité alimentaire, qui sont difficiles à recenser. Donc, dans l'avis, on reprend quelques classifications qui sont présentées, dont Résolis, dont le rapport Terra Nova. Mais donc, pour essayer de présenter un peu certaines ou reprendre certaines classifications qui sont faites, mais c'est sûr que, et ça fait partie de nos constats et recommandations, qu'aujourd'hui, il y a besoin de mieux connaître et de mieux observer ces différentes initiatives qui renouvellent la façon de prévenir et lutter contre les précarités alimentaires. Plutôt, c'est des initiatives plutôt locales ou territoriales, et donc ça fait aussi partie des axes dans les constats de creuser le sujet via les politiques alimentaires territoriales. Je ne sais pas si vous entendez le klaxon qui est derrière nous, mais donc d'avoir cet axe territorial aussi et de soutien de tout ce qui peut se développer dans l'axe justice sociale des projets alimentaires territoriaux et de coordination d'acteurs autour de ces nouvelles actions de solidarité alimentaire et de politique de lutte contre la précarité alimentaire au niveau local. Il y a aussi un axe important autour de la restauration collective. Dans la partie constat, c'était plutôt la restauration scolaire qui a été développée, mais dans les recommandations, c'est plus largement. Donc, penser pas uniquement, vous voyez, la fourniture de denrées, mais bien aussi le repas et l'accès à des denrées cuisinées et partagées comme axe important aussi pour la lutte contre la précarité alimentaire et tout ce qui permet de mieux répondre aux enjeux de solidarité, de partage aussi. Et le quatrième axe, un petit peu, vous voyez, de constat auquel répondent des recommandations, c'est aussi la nécessité. Donc, autour de ces initiatives, vous voyez, on a bien vu de façon très large tout ce qui pouvait regrouper ces alternatives ou réponses complémentaires. C'est plutôt des façons de répondre aux enjeux ou des principes d'action qui sont mis en avant. On les évoquait un peu tout à l'heure autour des mesures d'impact, mais ce qui se regroupe autour de ces différentes initiatives, c'est notamment l'enjeu que ce soit un accès qui soit égalitaire. Je vous lis un peu ce qui a regroupé cette définition dans la vie. Égalitaire pour un accès durable et de qualité, qui met en avant l'importance du pouvoir d'agir individuel et collectif, l'enjeu de l'inclusion sociale des personnes, donc le lien social, l'ouverture pour tous et toutes, l'aller vers, le respect de la dignité des personnes, le fait que ces initiatives soient coordonnées, s'inscrivent sur du long terme, soient pérennes pour les personnes, donc un accès durable dans le sens de durable sur du long terme et pas un accès de court terme. Et que ces initiatives puissent être soutenues et s'aimer, donc c'est sans être forcément sur un modèle d'initiative qui serait le modèle à déployer dans toute la France, mais plutôt un tissu très coordonné au niveau territorial et qui puisse être soutenu et pour lequel il est nécessaire d'avoir des fonds de financement qui soient plus pérennes. Vous voyez, c'est la recommandation qui apparaît sur la diapositive. Il y a eu des fonds ponctuels et notamment avec le plan de relance. Et là, tout l'enjeu, et c'est la recommandation, de pouvoir avoir un financement pluriannuel et de long terme pour pouvoir soutenir et développer ces alternatives ou complémentaires à tout ce qui est l'aide alimentaire de distribution alimentaire. On a une première question qui concerne les projets alimentaires territoriaux. Est-ce que leurs travaux au plan local ont-ils été évoqués dans l'avis? Alors, évoqués certainement, et il y a même eu des interventions lors des auditions sur des projets alimentaires territoriaux aussi qui étaient mis en avant. Ils ont été même, ça fait partie des recommandations, des axes forts des recommandations. Donc, le mot évoquer, on est allé même plus loin que les évoquer. Après, on ne peut pas dire qu'on ait approfondi complètement voilà, ça faisait partie des sujets qui sont mis en avant dans la vie et comme un levier important aussi pour mettre en œuvre ces politiques au niveau local.
On a une question, peut-être qui ne serait pas évidente à répondre. Quand sera créé le fonds permanent visé par la recommandation numéro 69 et comment devront être formulées les demandes de financement d'un projet d'espace convivial autour du bien manger? Peut-être la première partie de la question sera peut-être plus évidente, et encore. Ben, il y a un fonds d'aide alimentaire durable qui a été créé par le gouvernement il n'y a pas très longtemps. Hein. Il a été annoncé en novembre. Voilà, donc je pense que et donc ça prend en compte en fait ce qu'on a, à la fois ce que je disais tout à l'heure en fin de partie sur l'axe aide alimentaire, et puis en même temps ça prend en compte donc les formes innovantes. Hein. Donc voilà, dans une proportion que on n'est pas capable. Alors là, pour le coup, on n'est pas capable, là, sur le siège, de vous dire comment concrètement ça va se décliner. Mais en tout cas, l'idée a bien été prise en compte. Hein. On a peut-être une dernière question. On en a beaucoup, mais là, celle-ci, c'est: pouvez-vous développer vos recommandations et retours d'expérience sur les tiers-lieux alimentaires, les maisons de l'alimentation, qui sont souvent des exemples qu'on a donnés d'initiatives complémentaires ou alternatives à l'aide alimentaire? Peut-être en 2 mots, si vous avez… Oui, peut-être pour redire, dans cette partie, donc évidemment, on liste ces différentes initiatives sans limiter le champ à seulement ce qui serait ou maison de l'alimentation, tiers-lieu alimentaire, ou jardin, ou groupement d'acheteurs. Hein. C'est plus, je vous disais, un peu les principes qui vont irriguer ces différentes initiatives qui se développent, qui ont été présentées. Et donc, pour vous dire, si on a des recommandations ou il y a même une présentation sur les tiers-lieux alimentaires et sur les maisons de l'alimentation, mais c'était plus dans un champ plus vaste. La recommandation qui a lieu vraiment et qui cite directement les tiers-lieux et les maisons de l'alimentation, c'est la 56, mais vous voyez, c'est de soutenir les expérimentations. Donc, c'est pour valoriser ces initiatives. Je pense que la portée, il me semble, que la portée de la vie, c'est plutôt de soutenir ces initiatives et de mettre en avant les principes d'action qui les irriguent et d'encourager, de mesurer l'impact. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais et leur plus-value dans cette lutte contre la précarité alimentaire. On est quand même à un niveau où pour l'instant, ça émerge. On a besoin de mieux connaître, mieux valoriser, mieux mesurer l'impact. Et je pense que c'est un peu… Il y a des valeurs importantes qui structurent ces initiatives qui sont vraiment mises comme centrales dans la vie. Et puis après, il me semble que la portée, c'est aussi de valoriser, mieux observer. Et ça reprend ce que je vous disais au tout début, qu'aujourd'hui, on a peu de mesures d'impact de ce qui se joue autour de la lutte contre la précarité alimentaire, et que ça concerne aussi ces initiatives. Peut-être juste 2 mots. Le premier, par rapport à la réponse qu'on faisait tout à l'heure, c'est plutôt dans la question qui était posée qu'il faut quand même donner un petit avertissement. Ça n'est pas quand est-ce que votre fonds va être mis en œuvre, c'est le gouvernement va-t-il se saisir des propositions que vous avez faites et les mettre en œuvre? Parce que nous ne sommes pas le gouvernement. Hein. Nous étions un groupe de travail au sein d'une instance consultative qui donne des avis au gouvernement. Le gouvernement, après, les met en œuvre ou pas, et il choisit voilà, donc qu'il n'y ait pas de confusion. De la même façon, j'ai répondu sur le fonds qui a été créé, qui a été annoncé, donc peu de temps après, en fait, que le rapport a été rendu. Ça ne veut pas dire que voilà, c'était nous. Hein, voilà, juste le premier point. Deuxième point, juste pour dire, vraiment, il faut rentrer dans le détail des recommandations, on ne peut pas le faire maintenant. Voilà. Sur les PAT, pardon, là, je reprends les propositions. Il y a 2 propositions dans l'axe dont vient de parler Magali qui sont centrées sur les PAT, notamment en disant que les PAT doivent comporter systématiquement un volet précarité alimentaire, ce qu'ils comportent souvent aujourd'hui, mais pas forcément. Voyez. Donc, voilà, vraiment, c'est très frustrant, j'en suis désolé, mais on ne peut pas rentrer dans le détail. Voilà, mais les tiers-lieux, les PAT, c'est sûr, ça fait partie de ces solutions complémentaires dans la lutte contre la précarité alimentaire qui sont essentielles et qui sont très structurantes. Et donc, voilà, mais elles sont présentes, je crois qu'on les cite au moins une dizaine de fois dans toutes les recommandations. Donc, voilà, donc il faut bien avoir conscience de ça. C'est multifactoriel, voilà, on utilise tous les outils à notre disposition. Voilà, on les structure dans les recommandations qui ont des objets différents, mais tout ça est présent en permanence dans notre réflexion. On peut peut-être passer à l'ambition A. Voilà. Alors, l'ambition A. Alors, toute petite précision pour bien comprendre pourquoi on a ce constat 4 et cette ambition A. C'est que dans la discussion du groupe, alors ça emporte tout le reste, hein, le plan est troublé par ce fait-là, mais c'est là que ça s'est focalisé. On s'est dit, voilà,
en prenant une sorte d'entonnoir depuis la question de la connaissance jusqu'à la question du système. On dit, évidemment, on part d'un point focal très précis et on arrive sur des questions, des considérations sociétales très larges. Bon. Et on s'est dit, après, quand on fait des propositions, est-ce qu'on reste dans le même ordre ou est-ce qu'on met en premier ce qui nous paraît le plus important? Alors, après discussion, voilà. Donc, en fait, c'est comme si l'entonnoir faisait, vous voyez, le constat fait comme ça et les recommandations font comme ça. Je ne sais pas si c'est une image, je ne sais pas si en plus vous voyez mes mains. Enfin, voilà, voilà, c'est ça l'idée. Mais bon, alors c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, il y a un parallèle, il y a un strict parallèle, mais encore une fois, ce n'est pas parce que ça vient en dernier dans notre présentation que c'est moins important. J'ai tendance à me dire que c'est plutôt le contraire, mais bon, c'est la cerise sur le gâteau, voilà. Bon, alors, dans les 5 minutes qui me restent pour présenter 8 recommandations, parce que c'est quand même là où il y en a le plus, ça va être un peu sportif, mais bon, c'est pas très. En fait, elles parlent d'elles-mêmes, donc heureusement. Bon. L'enjeu, c'est quoi? Enfin, le constat, c'était quoi? C'était que donc, on ne peut pas traiter la précarité alimentaire sans avoir une approche systémique. Hein. Quand on a des difficultés pour se nourrir correctement parce qu'on est vulnérable économiquement et socialement, on a d'autres difficultés, des difficultés d'alimentation. C'est peut-être les plus visibles parfois, mais ce n'est pas forcément les seules, loin de là. Voilà. Et donc, il faut, pour traiter tout ça, une approche systémique. Et une approche systémique dans un cadre de ce qu'on appelle démocratie alimentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des sujets passifs qui reçoivent quelque chose, ce sont des acteurs qui peuvent participer, hein, et ce n'est pas simplement parce qu'on veut leur demander une contribution, non, c'est parce qu'ils sont capables par eux-mêmes d'aider à régler des problèmes, ne serait-ce que déjà en disant tels sont leurs besoins. Parce que ça, donc on revient sur le sujet de la participation. Alors, si on reprend les recommandations clés, qui sont vraiment très nombreuses dans cette partie, c'est vraiment ce sur quoi beaucoup de recommandations se sont concentrées. Alors, d'abord, inscrire le droit à l'alimentation dans le droit français et européen. Je ne rentre pas dans le détail, qui pourrait donner lieu à des débats juridiques échevelés entre des spécialistes tout à fait compétents. Voilà, clairement, on n'a pas noir sur blanc un droit à l'alimentation dans le droit français. On l'a dans le droit international, mais on n'a pas dans le droit français. Et notre idée, c'est de l'inscrire, et dans le droit européen non plus. Voilà. Il y a des actions importantes qui sont menées, mais il n'y a pas de droit en tant que tel. Et c'est déjà un point important. La question de comment on le rend opposable, c'est une autre question, mais en tout cas, bon, l'inscrire, c'est déjà un premier pas. Le deuxième point, c'est expérimenter la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, on n'a pas été au bout de la réflexion sur ce sujet majeur, hein, sur lesquels un certain nombre de collectifs ont travaillé, beaucoup travaillé, parce que c'est un énorme sujet, parce que si on veut faire une sécurité alimentaire, une sécurité sociale alimentaire digne de ce nom, bon, ça représente quelque chose, l'estimation varie, mais enfin entre 100 et 150 euros par mois et par personne, vous faites le calcul, c'est énorme. En faire une 6e branche de la sécurité sociale, c'est quelque chose c'est un énorme projet, superbe projet, mais c'est un projet qui, évidemment, se travaille dans la durée. Et donc, bon, à défaut d'être capable de fournir clé en main quelque chose dont on était sûr que ça fonctionnait bien, on s'est dit qu'il fallait absolument l'expérimenter. Et quand je dis l'expérimenter, ce n'est pas simplement ce que déjà les acteurs privés ont fait, et ont fait très bien, c'est le faire dans un cadre public, avec les règles de l'expérimentation au sens des textes législatifs. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, c'est ça l'idée. Et ça, bon, je pense que c'était une avancée majeure de notre travail. Ensuite, un point essentiel, on a dit combien on tenait à faire participer les citoyens à notre réflexion, eh bien, il faut le faire de manière permanente. Pour arriver à quelque chose qui satisfasse d'abord les personnes concernées, il faut associer ces personnes et de manière générale associer les citoyens à la réflexion et au travail de construction du droit. Le troisième élément dans ces recommandations clés, c'est évidemment contribuer, Magali en a déjà un peu parlé, au changement de regard sur les personnes en situation de précarité. Je me souviens d'une discussion avec des personnes qui connaissaient la précarité alimentaire, qui étaient même choquées par le thème de la précarité alimentaire. Ça ne leur plaisait pas. On peut le comprendre. Quand on allait voir la loi, qu'on expliquait quel était l'esprit, bon, on comprenait mieux, mais ça ne les satisfaisait toujours pas. Voilà. Donc clairement, là, mais pourquoi? Parce qu'en fait, qui dit précaire dit regard de la société sur une personne essentialisée comme précaire. Et la question, c'est sortir de ça. Voilà. Bon, je ne vais pas plus loin, et d'ailleurs, ça ne se limite pas à la question de la précarité alimentaire. Dans les recommandations suivantes, je vais y arriver, parce que moi j'ai besoin de mes notes quand même, parce que je ne lis pas l'écran.
agir sur les ressources financières des ménages. Si on est dans les réponses globales, systémiques, on voit bien que l'inflation aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire un dessin, ça run sur le pouvoir d'achat des ménages et donc ça run d'abord sur le post-alimentation pour des tas de raisons que je ne vais pas développer ici. Alors, si on veut agir durablement sur la capacité de tous les citoyens à se nourrir correctement, de sorte qu'il est satisfait, eh bien, il faut effectivement agir aussi sur les ressources. Alors, on n'était pas là pour définir toutes les politiques sociales et économiques du gouvernement, mais on était là pour dire, en tout cas, on ne peut pas traiter le sujet de la précarité alimentaire sans se poser ces questions, notamment de pouvoir d'achat. Après, coordonner les politiques sectorielles. On a dit que la précarité alimentaire, ça allait souvent avec d'autres difficultés sociales, à commencer par la précarité dans le logement. Voilà, il faut coordonner les politiques. Il ne faut pas traiter les sujets précarité alimentaire tout seul dans leur coin de manière isolée. Et la recommandation qu'on a faite, dont je parle tout de suite sur les PAT, c'est la même chose, c'est-à-dire avoir une vision systémique, pas se contenter d'une politique distincte, en silo, distincte des autres politiques. S'assurer la disponibilité d'une offre alimentaire de qualité pour tous et toutes. Il y a des territoires où on ne trouve pas, c'est même pas que forcément les personnes n'ont pas les moyens de se la payer, c'est qu'on n'a pas forcément, ne serait-ce qu'une épicerie à proximité de chez soi. Et quand on a des difficultés de transport par ailleurs, ça peut être un vrai problème. Donc c'est une question aussi à prendre en compte. Les réponses, notamment, doivent être territoriales. Et c'est là où on pourra le mieux les ajuster. Enfin, et ça fait le pont avec ce que je disais tout à l'heure sur les questions de financement de l'aide alimentaire, reconnaître une exception agroalimentaire au niveau européen et français. Ça, c'est une recommandation que le CNA a déjà faite dans d'autres avis. On a estimé utile de la reprendre. Je pense notamment aux questions de marché public. Si vous voulez qu'une collectivité puisse acheter au niveau local des produits qui vont permettre donc des distributions, ne serait-ce que ça, ou la fourniture d'épiceries sociales et solidaires dans des conditions de meilleure qualité et plus satisfaisantes aussi pour les producteurs locaux, eh bien, aujourd'hui, vous êtes obligé de vous contorsionner un peu avec le droit. On y arrive, mais c'est compliqué. Il faudrait qu'on puisse écrire noir sur blanc. On achète des produits locaux pour les distribuer ou pour les mettre à disposition dans le cadre des épiceries sociales et solidaires, par exemple. Et il y a d'autres solutions possibles. Voilà. Donc, forcément, résumé de manière un peu frustrante, les recommandations sur cet axe, qui évidemment est majeur parce qu'il englobe tous les autres, même si ça n'est pas au préjudice de l'importance des autres. On a une question qui fait le lien avec la partie précédente présentée par Magali. En quoi l'inscription dans la loi d'un droit à l'alimentation pourrait permettre de développer ces initiatives alternatives à l'aide alimentaire dite classique? Alors, allez-y, je sais que c'est le sujet que vous aimez, puis c'est normal. Non, mais oui, c'est peut-être, c'est pas tant de l'inscrire reconnaître dans le droit alimentation qui permettrait de développer des initiatives. Vous voyez bien que c'est un peu un axe, et l'objectif, c'est de se dire au-delà de ce qui peut être déjà reconnu dans le droit français, d'avoir une vraie volonté politique qui permette de poser l'enjeu d'un accès qui soit pas être à l'abri de la faim uniquement, mais vraiment aller vers le droit à l'alimentation, qui a une définition extrêmement large, dont la protection de l'ensemble des droits et libertés des personnes dans sa définition, et de venir contraindre aussi les pouvoirs publics autour de cet objectif. Donc, vous voyez, c'est pas seulement pour développer des alternatives à l'aide alimentaire, c'est vraiment venir structurer l'ensemble de l'approche de la lutte contre la précarité alimentaire autour de la reconnaissance d'un droit, et donc ça mobilise aussi, mais bon, ça c'est aussi ce que j'ai fait, c'est pas tant ce qu'on a discuté dans la vie. Dans la vie, on a vraiment eu, et dans la vie citoyen, la revendication très forte de dire que c'est un droit de l'homme qui devrait être reconnu et protégé en tant que tel, et non pas juste un pan de politique d'urgence ou un sous-politique un peu d'aide matérielle d'urgence, mais reconnaître qu'il est là d'un besoin essentiel de l'homme, et donc de le reconnaître en tant que droit. Et également, mais là c'est aussi dans les recommandations, de le reconnaître en droit français et en droit au niveau européen, parce qu'encore une fois, c'est un droit qui ne figure pas aujourd'hui dans la reconnaissance des droits de l'homme reconnus. Et puis, ça implique aussi le fait qu'il soit opposable ou reconnaître en tant que droit, ça implique des implications juridiques. Et là, l'avis se limite à dire qu'il faut aller plus loin dans la connaissance de ces impacts. C'est le premier pas. Et du coup, on a une question qui est peut-être liée. Est-ce que la question de la dignité en lien avec l'alimentation a été discutée lors de ce groupe? Oui, il faut compléter. Grandement, encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez de la diapositive qui posait les objectifs de la vie
et qui structure la vie. Et c'est vraiment que quand on pense prévention et lutte contre la précarité alimentaire, l'enjeu que chaque personne ait un accès digne. Donc, vous voyez l'importance de la dignité à une nourriture suffisante et de qualité. C'est cette définition un peu ramassée qui a été fait consensus tant dans les discussions de la concertation citoyenne que dans le groupe de concertation du CNA. Et cet enjeu de dignité et justement de pouvoir respecter la dignité des personnes, c'était aussi ce qui a été le moteur pour dire qu'aujourd'hui, les réponses sociétales ne sont pas suffisantes et qu'il faut le faire évoluer. Ce n'est pas le seul point, mais ça faisait partie des axes importants. Tant dans la partie constat et qui en plus, on vous parle beaucoup de la vie, on vous encourage après à aller le consulter parce qu'on vous fait une présentation un peu synthétique et en le survolant, mais dans la partie constat, il a été inséré à la fois ce qui était dans les auditions, dans les groupes de concertation, mais aussi les apports, ces débats autoportés, et c'est vraiment aussi ces enjeux de stigmatisation ou de honte ressentie qui poussent à collectivement se dire qu'il faut trouver de nouvelles solutions. Et vous retrouvez aussi ces différents axes dans les recommandations. Donc, c'est vraiment un des axes, le sujet de la dignité qui irrigue tant les constats que les recommandations et qui motive un peu cet avis à pousser à une évolution. Encore une fois, dans les objectifs, c'était de dire qu'il est urgent qu'on impulse des évolutions structurelles pour pouvoir mieux répondre aux enjeux de la précarité alimentaire. On a une question même plusieurs sur la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, une personne qui témoigne en disant que la sécurité sociale de l'alimentation lui pose question en tant que chargée de précarité alimentaire. Tous les citoyens, quel que soit leur revenu sur un territoire, bénéficieraient de cette enveloppe et pas seulement les personnes en situation de précarité. Est-ce qu'on n'est pas au-delà de la lutte contre la précarité alimentaire et donc dans le droit à tous et toutes à une alimentation saine, durable? Et il y a 3 petits points qui suivent. Oui, clairement. Mais en même temps, si vous allez voir l'article L1 du Code rural et de la pêche maritime, vous trouvez ce principe. Alors, ce n'est pas un droit, mais cette idée qu'il faut faire en sorte que toute personne, que tout citoyen ait accès. Maintenant, je dis tout citoyen, même, je ne devrais pas parler de citoyens, parce que même ceux qui n'ont pas encore je sais pas, les enfants. C'est pas le statut de citoyen, c'est le statut de résident en France. Voilà, donc, normalement, l'objectif, c'est ça. Voilà, simplement, si on veut en faire un droit objectif, systématique, oui, il faut le traduire effectivement par quelque chose qui va au-delà de simplement la lutte contre la précarité alimentaire telle qu'elle est aujourd'hui définie par la loi. Mais c'est comme la sécurité sociale, c'est comme au fond les systèmes d'assurance maladie, de droits sous condition de ressources, la couverture complémentaire maladie, et puis l'assurance maladie universelle qui, elle, couvre tout le monde. Donc on peut faire un parallèle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas parce que ça, c'était un des débats qu'on a eu. Enfin, moi, là, je vous donne mon opinion, ça ne m'engage que moi, mais ce n'est pas parce qu'on crée un système universel qu'on va affaiblir les droits des personnes les plus en difficulté. L'objectif, c'est que justement, en couvrant tout le monde, alors c'est peut-être un maximaliste à l'idée, mais en couvrant tout le monde, on est sûr d'oublier personne et on est sûr de ne stigmatiser personne, c'est-à-dire de ne mettre personne en situation d'avoir à dire « moi, je suis vulnérable et parce que je suis vulnérable, je vais avoir un droit que les autres n'auront pas ». Voilà. C'est ça l'idée de la sécurité sociale universelle. Mais encore une fois, ça pose plein de questions, à commencer notamment par la faisabilité matérielle. On n'a pas construit la sécurité, on a construit la sécurité sociale très vite, après 1945, mais bon, dans un contexte très particulier. Mais voilà, construire une nouvelle branche de la Sécu, c'est du boulot. Voilà, mais c'est une belle idée, mais en tout cas, ça se travaille. On a une question sur est-ce qu'on a une recommandation autour de l'impact du marketing alimentaire en lien avec la précarité alimentaire? Non, il ne me semble pas directement. Et puis, encore une fois, là, il y avait l'avis sur les nouveaux comportements alimentaires qui était rendu en même temps que nous. Donc, c'est plutôt vers leurs travaux qu'on vous… c'est un peu un découpage des groupes de travail au sein du Conseil national de l'alimentation. Et ce n'est pas pour renvoyer la balle du sujet, c'est plutôt que le sujet, vous voyez bien, ce qu'on vous a présenté était extrêmement large. Et évidemment, que l'enjeu du marketing… On a peut-être évoqué quand même dans tout ce qui était l'environnement alimentaire, donc qui correspond à l'offre,
Mais si ça a été évoqué, c'est vraiment évoqué, et ça, en plus, cette partie sur l'environnement alimentaire, on s'est vraiment appuyé sur l'avis de mémoire, c'est 90, sur les nouveaux comportements alimentaires, donc un autre avis du Conseil national de l'alimentation, qui a eu aussi un webinaire qui doit être consultable, j'imagine, pour pouvoir le présenter. On avait une question aussi sur est-ce qu'on peut accéder aux analyses SWOT, donc opportunités, menaces, forces, faiblesses, qu'on a fait sur le chèque alimentaire et la sécurité sociale de l'alimentation. Là, on renvoie, oui, je pense qu'on va peut-être pas les détailler là, mais on peut vous renvoyer donc, dans l'avis et vous expliquer comment ça a été fait. Il y a eu, donc fait par le secrétaire du Conseil national de l'alimentation, une analyse croisée dans des tableaux qui permet de combiner toutes les réponses qu'il y a eu, donc sur les 4 menaces, opportunités, je ne sais plus les 2 autres, mais globalement, les 4 cases du tableau ont été présentées et elles sont en annexe de l'avis. Et dans le corps de l'avis, vous trouvez une présentation résumée à la fois, il y a une partie sur le chèque alimentaire, donc qui fait la synthèse de ces menaces, opportunités qui ont été combinées à la fois par les membres du groupe de concertation et par les apports de la participation citoyenne, et de même pour la sécurité sociale de l'alimentation. Le dispositif a été présenté donc en séance, et après, ça a été la façon dont on l'a traité en groupe, c'est ce que disait Franck, ça a été par cette analyse SWOT, donc vous trouvez le détail en annexe, et puis une analyse, ou un résumé de ces différents positionnements dans le corps de l'avis. Je pense qu'on a le temps pour une autre question, mais qui n'est pas forcément en lien avec l'ambition A. Sans parler de compétences territoriales, est-ce que l'organisation de l'aide alimentaire pourrait être saisie par une collectivité territoriale? On peut peut-être faire le lien avec le groupement. Alors, déjà, on peut signaler que les collectivités territoriales sont partie prenante dans l'aide alimentaire, puisque les centres communaux d'action sociale, communaux ou intercommunaux, parmi leurs missions, facultatives, mais très souvent exercées, il y a effectivement l'aide alimentaire, alors sous diverses formes, ça peut être la distribution de denrées directe, ça peut être le financement d'associations qui font de l'aide alimentaire, agréées pour l'aide alimentaire, ça peut être la distribution de chèques. Et donc là, d'une certaine façon, on va trouver des formules un peu précurseurs du chèque alimentaire durable, qui fait l'objet de la mission dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc elles sont partie prenante. Après, effectivement, ça peut aller plus loin. Et un des exemples qu'on a vu, mais là, peut-être que vous laissez voir, c'est dans la partie que. Enfin, non, c'est entre les deux, c'est vrai. Au départ, c'était plutôt l'aide alimentaire, c'est vrai. Un des exemples, on a auditionné l'ancien responsable de ce GIP, donc un des exemples de coordination des acteurs de l'aide alimentaire élargi à d'autres acteurs sociaux du territoire, c'est donc un GIP, un groupement d'intérêt public constitué par le département du Gers et puis donc les associations d'aide alimentaire locales, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, j'en oublie peut-être la CEPAM, voilà, et qui donc a pour objet de coordonner l'action des acteurs, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait des distributions partout, parce qu'il y avait des zones blanches dans le département, et puis même de développer des formules innovantes, et c'est là où on fait le pont avec le sujet dont parlait Magali tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, des tiers-lieux, la création de tiers-lieux permettant effectivement d'associer la distribution de l'alimentation et d'autres convivialités locales permettant de faire système, de faire communauté, de faire système. Peut-être juste pour compléter, et après, on a des signes qui me disent qu'on arrive à la fin. C'était juste, évidemment, il y a cet angle territorial qui est mis en avant, mais après, c'est quand même très imbriqué avec les politiques européennes et nationales, et c'est ce qui est aussi mis en avant dans d'autres parties de la vie, l'enjeu de lutter contre les inégalités territoriales aussi, dont Outre-mer, et de ne pas penser uniquement ces horizons de solidarité alimentaire, mais aussi tout ce qui est offre alimentaire et environnement alimentaire, et là aussi, donc environnement, tout ce qui est offre alimentaire, au-delà de seulement de l'aide alimentaire, et qui serait accessible sur un plan physique et économique pour tous les ménages. Et là, il y a des grandes inégalités territoriales. Donc, je pense qu'on a quand même, évidemment, le focus sur les territoires, mais sans perdre cette ambition d'égalité territoriale et de la nécessité et c'est le 4e axe, mais d'une approche un peu systémique aussi au niveau des politiques françaises et européennes.
Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Malheureusement, il est 16 heures. Nous allons devoir conclure, Sylvie. Vous avez beaucoup de questions et que vous en ayez encore, mais c'est vrai qu'on va vous encourager plutôt à aller regarder dans l'avis lui-même. Donc, je remercie beaucoup la présidence, donc Franck Le Morvan et Magali Ramel qui sont prêtés à l'exercice de ce webinaire qui est très frustrant pour eux parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à dire en plus de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, on vous renvoie vers l'avis. On vous remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à cet échange. On a pris le maximum de questions possibles, mais je sais qu'il y en a d'autres. Donc voilà, si vous voulez nous contacter aussi par mail, vous aurez toutes les informations données. On va donner ce webinaire aussi à tous les participants. Et puis, le support sera mis en ligne sur notre site. Je pense que je n'oublie rien. Peut-être que Franck et Magali, vous avez aussi un mot à dire. D'abord, vous remercier toute l'équipe pour le travail accompli, parce que voilà, c'était extrêmement précieux, extrêmement soutenu. Hein. Ça, je pense qu'on a été un groupe plus compliqué que d'autres, hein, ne serait-ce que cette articulation avec la participation. Et moi, si je dois dire juste 2 mots de conclusion, parce qu'on m'avait dit j'aurais 3 minutes, mais je n'ai pas besoin de 3 minutes, je vous rassure tout de suite. Dire juste que, il faut bien prendre l'avis pour ce qu'il est. Hein. C'est bien un avis, c'est pas ne le faisons pas nous-mêmes, nous recommandons. Et puis dans tout ça, ça fait un peu, mais voilà, pourri, enfin, il y a un peu de tout. Il y a des choses planétaires, des choses beaucoup plus restreintes. Il faut voir qu'on a quand même essayé d'être très concret et notamment de faire des recommandations qu'on pouvait traduire rapidement, en tout cas assez simplement dans le droit. Hein, on a même essayé de faire, on n'a pas été juste à écrire les textes, on a même été juste à dire qui devait écrire les textes permettant de faire. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, dire que vraiment sur la participation, c'est un regret qu'on a tous exprimé, et moi le premier, vraiment, si on voulait faire mieux pour la suite, ce serait vraiment faire en sorte qu'il puisse y avoir encore mieux. C'est un retour vers les citoyens avant de rendre l'avis. C'est-à-dire qu'on puisse non pas leur expliquer pourquoi on a retenu telle ou telle proposition, hein, on a retenu beaucoup, on l'a dit, mais dialoguer avec eux pour avoir une sorte éventuellement de dernière chance de repêcher des choses qu'on n'avait pas forcément bien comprises ou reformuler. Voilà. Et ça, je pense que dans l'idéal, pour aller en emploi, et même, pourquoi pas, mais ça c'était aussi une demande que vous avez faite, en faire participer en tout cas certains, voir comment on peut les faire participer directement au groupe de travail. Mais là, c'est une question d'architecture, je la laisse aux spécialistes parce que moi, comme ce n'est pas moi qui le gérerai, je ne veux pas non plus charger trop la barque du secrétariat interministériel, il y a déjà beaucoup de travail. Voilà, et puis moi aussi, je vous remercie beaucoup de la participation large à ce webinaire. Je ne veux pas redire ce qui a été dit par Franck, mais remercie aussi évidemment toute l'équipe du Conseil national de l'alimentation. Et puis, vous renvoyez donc pour les documents, vous avez vu, donc il y a l'avis, il y a aussi tous les documents issus de la participation citoyenne qui sont extrêmement intéressants, que vous trouverez aussi sur le site, et des outils, il me semble, qui sont mis en ligne aussi pour de la méthodologie, il y a tout ce qui a été les outils d'animation au niveau local et qui peuvent faire partie peut-être aussi des éléments qui peuvent être saisis ou mobilisés. On a fait une synthèse et présenté encore une fois seulement le plan général de l'avis et puis les 15 recommandations clés. Je vous redis qu'il y en a 71 autres et c'est que au plan d'avis, donc c'est plus on arrivera à s'en saisir et les valoriser à chaque partie prenante. C'est comme ça qu'on arrivera à faire vivre l'avis et puis essayer de porter ses recommandations. Donc, en espérant que cet avis ait une longue vie d'influence par la suite et en vous remerciant. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Vous avez beaucoup de questions et que vous en ayez encore, mais c'est vrai qu'on va vous encourager plutôt à aller regarder dans l'avis lui-même. Donc, je remercie beaucoup la présidence, donc Franck Le Morvan et Magali Ramel qui sont prêtés à l'exercice de ce webinaire qui est très frustrant pour eux parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à dire en plus de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc,